tous, aujourd'hui on va parler d'un mot qu'on utilise constamment, souvent à tort et à travers, dans des contextes parfois très différents, et ce mot c'est l'énergie. On dit parfois par exemple qu'on n'a pas d'énergie le matin, on peut parler de l'énergie que dégage un lieu ou une pierre, bref le mot énergie est partout. Mais parle-t-on vraiment de la même chose? Pour démêler tout ça, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Théophile qui est professeur de physique-chimie. Bienvenue Théophile. Bonjour Camille. Alors Théophile, d'où vient le mot énergie? Alors le mot énergie vient de l'Antiquité, c'est Aristote qui l'utilise en premier, et il dit que c'est energeia, l'énergie qui est la force en action. Et donc en fait, la traduction introduit deux notions en nouvelle physique, la force et l'action, mais qui sont deux concepts de physique qui sont différents de l'énergie. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'énergie en physique? Déjà, c'est une grandeur physique qui mesure en fait le changement qui est possible d'être apporté à un système. Alors, un système, c'est ce qu'on étudie. Ça peut par exemple être une bouteille d'eau, et donc l'énergie, ça va être la grandeur physique qui va représenter le changement qu'il va falloir pour augmenter par exemple la température de l'eau. Cette énergie en physique, elle n'a pas eu toujours le même sens. Et donc il y a des physiciens qui se sont intéressés à ça, et donc les plus grands noms de la physique, comme Planck, Kelvin, Joule, tous ces physiciens-là se sont attelés à définir proprement l'énergie pour qu'ils puissent utiliser ce concept et que ce soit un concept universel, qu'on ne parle pas d'autre chose quand on parle d'énergie. Et donc en fait, ça a pris un petit peu de temps pour uniformiser cette notion d'énergie. Et ce qu'il en est ressorti, donc c'est une grandeur physique qui mesurait la capacité à changer et à faire une évolution. Il y avait une propriété qui a été aussi placée dans la définition, c'est que l'énergie, en fait, elle se conserve. C'est une grandeur qui est conservée. Elle peut se transformer, mais on ne va pas perdre de l'énergie. L'énergie est toujours conservée. Et après, il y a une physicienne, mathématicienne, Émile Noether, qui a apporté un cadre un peu plus théorique plus tard sur la conservation de l'énergie. Alors dans les discours liés au bien-être, on parle souvent de l'énergie qu'on peut ressentir dans le corps. Qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est une question un petit peu compliquée. Alors déjà, en fait, on ne va pas ressentir l'énergie, mais les effets de l'énergie, on peut prendre par exemple le soleil. Quand on prend un coup de soleil, on va récupérer cette énergie solaire, qui est en fait une onde électromagnétique qui est émise par le soleil. Cette onde électromagnétique contient de l'énergie. Et c'est cette énergie-là c'est cette onde-là qui interagit avec le corps pour donner des coups de soleil. Alors qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue microscopique, une modélisation très simple, c'est que en fait, notre corps il est fait d'atomes. Ces atomes-là, ils ont des niveaux électroniques, c'est-à-dire il y a l'atome avec les électrons. Et en fait, l'électron peut interagir avec la lumière et ça peut exciter un électron. Alors si on a une lumière qui est très énergétique, comme les lumières bleues ou ultraviolettes peuvent l'être, eh bien la lumière peut donner assez d'énergie à l'électron pour s'extraire de l'atome. Et donc en fait, on dit qu'on a ionisé. En fait, un coup de soleil, c'est ça, c'est qu'on a donné assez d'énergie à un électron pour qu'il s'en aille. Et donc en fait, on a un petit peu détérioré la matière. Et donc c'est pour ça qu'on attrape des coups de soleil. Mais par exemple, quand on dit ce matin j'ai pas d'énergie, finalement ça n'a rien de physique. Ça n'a rien de physique, ou du moins si on n'a pas encore mangé, c'est possible qu'on ait moins d'énergie. Parce que l'énergie chimique se trouve dans les aliments, notre corps est capable d'absorber cette énergie-là, de la porter à nos muscles qui vont la transformer en énergie mécanique. Donc ça, c'est purement le concept physique. Maintenant, quand on dit « j'ai plus d'énergie », le mot « énergie », là, il est utilisé dans la langue française pour dire, par exemple, je suis pas dynamique, j'ai pas de motivation. Donc en fait, peut-être qu'on entend plus le terme « énergie » à travers sa polysémie. Maintenant, on va aborder le sujet de l'ésotérisme et en particulier la lithothérapie. Et dans la lithothérapie, on affirme que les pierres génèrent une vibration, une énergie cohérente et régulière. Elles agissent comme un diapason et nous aident à retrouver un équilibre. Et qu'en dit la physique? Alors déjà, il y a souvent cette chose-là qui est de confondre la vibration, les ondes, avec l'énergie. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et donc, j'en veux pour preuve qu'en fait, il peut exister des ondes qu'on appelle des ondes stationnaires,
qui ne propagent pas d'énergie. Ok. Donc c'est pas la même chose. Il y a des ondes aussi qui propagent de l'énergie, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les ondes électromagnétiques. Donc déjà, il faut différencier ces deux choses-là. Concernant les pierres, il y a certaines personnes qui disent qu'elles peuvent émettre des ondes ou des vibrations. Donc, en fait, en physique, on est capable de mesurer des ondes. On peut le faire de façon très très précise. Et on est même capable, donc ça c'est une expérience en 2016 pour détecter les ondes gravitationnelles, de détecter des mouvements liés à un ordre de grandeur qui est de 2 10 puissance moins 18 mètres. C'est-à-dire une variation de cet ordre de grandeur-là est détectable. Ça représente 1 mètre qu'on a découpé en 1 milliard. Okay. Donc ça fait un petit morceau ridicule, un nanomètre. Et ce morceau-là, on l'a encore découpé en 1 milliard. Et la physique actuelle est capable de déterminer une variation de cet ordre de grandeur-là. Donc si une pierre émettait une onde, quelle qu'elle soit, électromagnétique ou acoustique, on serait capable de la détecter. Parce qu'on est capable de détecter des ondes d'une précision absolument diabolique. Donc on n'a pas pu montrer que la pierre émettait des ondes. Maintenant, il y a certaines pierres, comme les quartz, qui utilisent un effet qu'on appelle l'effet piézoélectrique. En fait, c'est qu'on est capable, à travers une contrainte, en appuyant sur le cristal, d'avoir une énergie, de polariser un petit peu les bords du cristal et de créer une tension électrique. Et donc, par effet piézoélectrique inverse, en appliquant une tension électrique, on est capable de créer une vibration. Donc certaines pierres peuvent vibrer, c'est d'ailleurs utilisé dans les montres, mais c'est parce qu'on applique un courant, une tension électrique, qu'elle vibre. Elle ne vibre pas toute seule. Donc ça, c'est souvent utilisé aussi en lithothérapie. L'effet piézoélectrique, il faut quand même quelque chose pour actionner cette vibration-là. Donc poser des pierres juste comme ça sur le corps, ça fait rien en fait. Non, il n'y a pas d'interaction avec la pierre. Nous, on va rayonner, on va émettre une énergie électromagnétique. Nous, on rayonne à peu près à 1 micromètre. Donc ça, c'est la longueur d'onde qu'on envoie constamment. C'est dans l'infrarouge. La pierre, elle, si elle est d'une couleur rouge, par exemple, elle va être éclairée par une lumière blanche et elle va émettre une lumière de l'ordre de 800 nanomètres. Mais en fait, ces interactions-là, c'est pas pareil. Et en lithothérapie, ils disent une vibration. Mais est-ce que c'est une vibration électromagnétique ou une vibration mécanique, comme les ondes sonores par exemple? C'est deux choses différentes. On ne sait pas de quoi ils parlent pas de la même chose. Et donc en fait, ça n'a pas de sens de dire qu'il peut y avoir une interaction entre une onde électromagnétique et une onde mécanique. Ce sont deux grandeurs, deux ondes qui sont totalement différentes. Il y en a une l'onde acoustique, elle va rentrer, les deux grandeurs qui vont vibrer, qui vont bouger, ça va être la pression atmosphérique et la vitesse des particules. Alors que l'onde électromagnétique, les deux grandeurs qui vont vibrer, ça va être le champ électrique et le champ magnétique. Donc en fait, déjà, ces deux ondes-là, elles ne peuvent pas interagir les unes avec les autres. C'est pour ça qu'en lithothérapie, ils disent qu'il y a une vibration, mais déjà, il faudrait qu'ils caractérisent la vibration, sa nature, pour qu'on puisse en conclure des choses. Ça, c'est jamais fait, parce que c'est pas non plus arrangeant de définir correctement les concepts, parce qu'après, il y a plein de problèmes qui s'y appliquent quand on les définit correctement. Il y a beaucoup dans l'ésotérisme cette idée que les vibrations du son peuvent être guérisseurs ou peuvent transmettre quelque chose. Est-ce qu'il y a des sens là au niveau physique? Un son peut t'affecter à ton métabolisme ou à ton état d'esprit? Par exemple, si on pose un bol tibétain sur notre ventre et qu'on fait sonner le bol, est-ce qu'il se passe quelque chose dans notre corps? Alors oui, physiquement, il se passe quelque chose. En faisant sonner le bol, il y a une onde qui est créée. Et en fait, cette onde-là, on peut la sentir. Alors, on peut sentir parce que notre peau va vibrer. En fait, une onde, c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation. La définition d'une onde, c'est ça. Et donc, on crée une perturbation en tapant dessus. Et après, cette onde, elle va se propager dans notre corps. Physiquement, nos organes internes peuvent bouger. D'ailleurs, on l'a peut-être tous expérimenté quand on allait dans un concert. Les basses, bien graves, font vibrer. On ressent en fait des choses dans notre corps. Parce que le son, c'est une vibration de l'air, comme le bol tibétain va faire vibrer nos organes internes, le son extérieur peut aussi faire vibrer nos organes internes. Maintenant, est-ce qu'il y a est-ce que ça peut guérir
Et ben ça, en fait, c'est les études médecine qui nous montrent qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas probant, et en tout cas, on ne peut pas attribuer à ces méthodes-là un succès important et une reproductibilité. Comment expliques-tu, Théophile, que le vocabulaire scientifique soit si fréquemment réapproprié dans les milieux ésotériques? Bah, en fait, ce vocabulaire scientifique, c'est une aubaine pour ces personnes-là, parce que la plupart du temps, c'est des notions qui sont mal définies, ou alors qui ont été apprises à l'école et qui ont été oubliées, ou alors qui sont peu claires pour le grand public. Et donc, ces personnes-là utilisent ce vocabulaire, ces concepts, pour y mettre derrière les idées qu'ils veulent. Et ils vont développer donc des théories en les mettant derrière ce mot énergie, pour se donner aussi une parure de scientifique. Donc ça a un double avantage, on peut y mettre les concepts que l'on veut, et ça a en plus un effet d'argument d'autorité, en imposant ces concepts et ces mots scientifiques qui sont peu connus. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à nos abonnés pour distinguer les usages du mot énergie? Bien, je pense qu'il faut regarder le contexte, la phrase, et essayer de se dire si je remplace le mot énergie par un autre mot, est-ce que ça marche? J'ai pas d'énergie ce matin, est-ce que si je remplace le mot énergie par je suis pas dynamique, je suis pas motivé, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on comprend ma phrase? Oui, on la comprend, donc ce mot énergie, peut-être que c'est juste que c'est un mot valise et qu'on pourrait utiliser d'autres mots. Maintenant, quand on est dans une étude scientifique, qu'on va regarder les échanges de chaleur, on va regarder l'énergie, et là, ce mot énergie, il a son sens, et il a un sens très concret, mesurable, applicable, et qu'on peut utiliser avec certitude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Théophile. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la liker, la commenter, la partager. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ah oui, on prend une petite photo. Oui. Non, je sais pas. Très à l'aise. Ça Ça fait l'équipe. Ça fait l'équipe.